Donc le 8 avril prochain, l'Assemblée nationale va débattre d'une proposition de loi, hein, c'est quelque chose qui vient non pas du gouvernement mais d'un des députés de l'Assemblée, sur cette question extrêmement intime hein, qui est la fin de vie. Et donc est-ce qu'il y aurait aujourd'hui nécessité de modifier encore la loi, sachant qu'on a le législateur était intervenu en 2016, est-ce qu'il y a aujourd'hui la nécessité de modifier la loi pour rendre la fin de vie et notamment d'aller un peu plus loin, et c'est-à-dire de permettre à chacun de choisir ou non sa fin de vie. Voilà, c'est quelque chose qui se fait en Belgique, aussi en Espagne, en Suisse. Donc, il y a beaucoup de pays européens qui ont adopté cette législation. C'est une question, je vous l'ai dit, hein, extrêmement intime qui préoccupe beaucoup les Français et sur lequel il y a la nécessité d'essayer d'avoir le plus large consensus possible. Et donc le rôle d'un député, alors au-delà des convictions hein, intimes de chacun ou de son expérience personnelle, le travail d'un député, le rôle d'un député, c'est d'essayer de dégager ce consensus, d'essayer de trouver, de dégager l'intérêt général et de voir sur cette question si il y a ou pas matière à avancer. Et donc j'ai trouvé que le débat vient, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quelque chose qui ne vient pas du gouvernement, c'est un texte qui est d'initiative parlementaire, donc le calendrier a été un peu précipité. C'est un texte qui ne sera pas discuté dans ma commission, dans la commission des lois, mais à la commission des affaires sociales. Et donc moi, pour me forger cette opinion, j'ai cette nécessité de venir interroger donc, des représentants des cultes, des médecins, une directrice d'EHPAD, enfin des acteurs de ces questions-là pour essayer de répondre à ces questions. Est-ce qu'il y a aujourd'hui la nécessité de modifier la loi ? Comment mourra-t-on en France, quel est l'impact de ce différence de législation, et notamment vous l'avez évoqué, le fait que ce soit possible en Belgique, en Espagne, en Suisse et pas en France, comment on peut réguler de ça, comment se passe la fin de vie, comment est l'application concrète de la loi Claeys-Neoletti hein, de 2015 qui avait permis déjà d'aller plus loin et d'accompagner, et notamment d'accompagner les souffrances qui pouvaient être liées à la fin de vie. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là auxquelles, voilà, cet après-midi, et je vais essayer de trouver des réponses, sachant que sur ces questions-là, on a souvent plus de questions que de réponses. Alors il y aura organisé, il y aura 2 tables rondes. Tout à fait. Donc il y a 2 tables rondes, donc on le fait ça dans le respect des règles sanitaires, hein, donc pas plus de 6 personnes, et donc c'est pour ça qu'on a fait 2 tables rondes. Donc une première table ronde où ce seront des représentants des cultes, et puis il va y avoir le représentant qui vient de Paris, un représentant de l'association pour le droit à mourir, qui est l'association un peu phare qui porte ce projet. Donc qui viendra voilà, exposer ses différents points de vue et puis débattre s'il y a lieu. Et puis après une deuxième table ronde où là seront plus des acteurs de terrain, si on peut dire, c'est-à-dire des médecins, psychologues, infirmières. Il y a aussi une directrice d'EHPAD. Et donc voilà. Et toi, ta position par rapport à ce que proposent ces 5... Moi, pour le moment, c'est ce que je vous dis. Si j'organise ces auditions, c'est que pour le moment, mon opinion n'est pas faite et je ne sais pas quel sera mon vote le 8 avril prochain. Et donc, si j'organise tout ça, c'est justement pour me forger mon opinion. J'ai des convictions intimes, mais je vous dis, l'enjeu, il n'est pas là. Il est essayer de voir est-ce qu'il y a lieu ou pas de modifier cette loi. Est-ce que, comme je vous l'ai dit, hein, il faut sur ces sujets-là faire preuve d'une très très grande prudence hein, et d'essayer de voir s'il y a lieu à un consensus sur certains points. Et donc voilà, c'est toutes ces questions-là où ça sera, enfin j'espère, je trouverai la réponse. Après, il n'y aura pas que le travail de ces auditions-là. J'ai aussi des auditions à Paris et puis un travail aussi sur les textes avant le débat du 8. Alors cette loi concerne les gens qui sont geeks, qu'elles ne peuvent plus supporter. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un basculement et c'est là où il y a un basculement par rapport à l'exemple que vous avez cité, l'exemple suisse ou belge, où là, en fait, il y a un aspect, en fait, on donne un droit et donc il y a un caractère actif
dans l'application de ce droit à mourir. Alors que la loi Claes-Leonetti, elle était plus une loi d'accompagnement dans les souffrances. Mais encore une fois, on va voir ce qui ressort de ces auditions pour voir si véritablement il y a lieu il y a nécessité d'aller au-delà et comment aujourd'hui sont gérés ces cas-là. C'est une loi qui a été déposée en octobre 2017. Ouais. Donc on est en 2021. Oui, alors après, oui, parce qu'en fait, c'est une loi qui vient d'un groupe de l'opposition et qui le place à l'agenda. Et donc, c'est eux qui décident, selon l'opportunité politique, de déposer ou pas ce loi. Le gouvernement, sur le sujet, étant contre, et ayant d'ailleurs, on en avait discuté dans le cadre de la loi bioéthique, et le gouvernement ne l'avait pas inscrite dans la loi bioéthique. Et là, aujourd'hui, la position du gouvernement, c'est d'être contre cette loi. Ces lois donc, de bioéthique, enfin, toutes ces lois de bioéthique, la règle du jeu, entre guillemets, à l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'y a pas de position de groupe. Donc en fait, les députés sont un peu livrés à eux-mêmes, si on peut dire. Libres de leur choix. Libres de leur choix, et donc il y a la nécessité, je vous dis, de faire cet effort de réflexion pour essayer de trouver, d'essayer de dégager, et au-delà, encore une fois, de nos opinions personnelles, enfin en tout cas de mon opinion personnelle, essayer de trouver si la société est prête à ça, s'il y a une place pour un consensus sur ces questions-là. Dieu qui donne la vie, et lui, il a la même chose qui a le droit de reprendre sa vie. Personne n'a le droit d'intervenir dans ce domaine-là. Et un croyant musulman, en général, c'est normal, il est toujours préparé de quitter ce monde-là. Le problème ne se pose pas. La question concernant la souffrance et la douleur, en islam, ça est considéré comme, c'est vrai, une épreuve. Nous, on revient toujours à ce qui est dans l'islam. C'est vrai, le médecin, vous savez, quand on parle de la médecine, c'est un musulman, en général, doit faire le maximum en utilisant tous les moyens. En écoutant son médecin à la recherche, parce que la vie, toujours, quand on la prolonge, c'est mieux qu'on met la fin à la vie de l'être humain. Mais, en général, quand on parle, on distingue l'euthanasie active, l'euthanasie passive. Il y a une différence entre les deux, qui est interdit, c'est actif. C'est-à-dire quand on intervient pour raccourcir en utilisant n'importe quel moyen pour mettre fin à la vie de l'être humain, ça c'est interdit. On ne peut pas supporter la souffrance, mais faire une sédation ponctuelle pour que la personne soit le plus consciente possible et qu'elle puisse se réveiller pour pouvoir avoir une conscience le plus possible et pour pouvoir être en communion donc, avec sa famille. Quoi. Et ça c'est très, très important. Donc c'est le petit bémol sur la loi Claes-Leonetti, c'est qu'on parle de sédation profonde, mais on en oublie la sédation un petit peu ponctuelle. Quoi. De mettre, quand quelqu'un souffre vraiment, de le mettre dans un sédatif, un calmant, mais aussi donner la possibilité de revenir à lui, pour pouvoir donner un pardon, pour pouvoir dire à quelqu'un je t'aime, ainsi de suite. Il y a des pardons qui sortent à la fin de vie. Quoi. Et on pense souvent aux soins palliatifs comme étant simplement soigner le corps, mais il y a aussi l'esprit. D'où l'importance d'être encadré. Et d'où l'importance aussi que dans les EHPAD, il y ait, financièrement c'est un coût, mais qu'il y ait plus de personnel possible pour qu'il puisse y avoir de l'écoute, qu'une aide-soignante par exemple puisse serrer la main d'un résident ou d'un résident en fin de vie et puisse rester par exemple sur n'importe quoi, 1 heure, 2 heures, ça c'est un coût. Mais actuellement, donc, le personnel soignant ne peut pas se le permettre. Je pense qu'on dit qu'on meurt mal en France. Effectivement, il y en a qui meurent tout seuls dans leur chambre
Et c'est un petit peu dommage alors qu'on est capable justement d'accompagner corporellement, c'est-à-dire d'aider avec des médicaments qui calment la douleur. La morphine, on pense souvent que la morphine va soigner toutes les douleurs, mais en fait non. Il y a des maux qui ne peuvent souffrances qui ne peuvent se calmer que par, ça paraît bizarre, mais que par le paracétamol. Moi j'ai l'expérience d'un proche, le paracétamol était limité à 4 grammes par jour, alors sachant qu'il est en fin de vie. Et bien on n'a pas voulu lui donner 5 grammes, dire on était pièce après. Hein. On pourrait aider la personne à moins souffrir en adaptant les différents protocoles médicaux au niveau corporel, mais aussi, on va dire, au niveau de l'esprit, que le spirituel, dans le sens d'être accompagné par des personnels soignants. Donc ça demande un... Et donc la problématique du projet de loi, qui disait notamment on meurt mal en France, ne laissons pas cet adage trop souvent entendu se pérenniser sans apporter les corrections urgentes et nécessaires, c'est-à-dire qu'on meurt mal. Si on approfondit et si on met en place pleinement cette loi Leonetti France, on mourra beaucoup moins mal, comme on dit. Et donc cette hypocrisie, effectivement, c'est tout le problème des sédations profondes, effectivement, pour un rien, et sans avertir trop la famille, par l'expérience aussi, par des sous-entendus, on dit ah, demain vous souffrirez plus, effectivement, on a une sédation profonde, mais la famille, effectivement, elle est contente qu'on lui dit bah, il souffrira moins, mais en fait, on lui met en sédation profonde. Des Français seraient pour l'euthanasie, mais à mon avis, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que sont les familles. Et pour nous, en fait, ce qui est important, c'est d'accompagner, et ceux qui souffrent le plus, c'est la famille. Et la famille n'a qu'un désir, c'est que la personne ne souffre plus. Et du coup, en fait, il veut à tout prix que la personne meure sans souffrance, et donc encourage l'euthanasie. Si vous voulez être entre guillemets euthanasié, ça veut dire un tel. Eh bien, je suis sûr qu'elle dirait non. En tout cas, il y a des sondages qui disent c'est une infime minorité dans les unités de soins palliatifs. Voilà. Il y a peut-être la dernière chose par rapport à ça, le manque, alors ça coûte très très cher, ça a des coûts énormes, le manque d'unités de lits dans les unités de soins palliatifs. Il y en a très très peu. Je pense que tout être humain, la vie de tout être humain même, qui souffre a un sens. Alors indépendamment de la foi chrétienne, hein, en fin de vie, on peut encore donner un pardon à notre fils, ou à notre fille, je ne sais pas trop qui, à notre épouse, on peut encore donner un pardon. Et ne pas empêcher ce pardon d'être dit. Et si on met en euthanasie trop vite, c'est-à-dire la personne va être convaincue plus ou moins par la famille, ben, il y a peut-être ce temps de pardon qui ne sera pas donné. Les réactions des êtres humains sont très diverses face à la souffrance et à la fin de vie. Alors je crois que laisser une porte ouverte en disant qu'il y a une possibilité, c'est intelligent parce qu'en général les gens n'y vont pas. C'est comme un enfant, si vous lui interdisez quelque chose, il va le faire. Si vous lui dites, écoutez, c'est interdit, mais il faut bien expliquer les choses, d'une certaine façon, l'humain est fait pour vivre, il n'aime pas l'idée de s'en aller. Et donc il ne va pas utiliser ce choix-là, rarement. C'est vraiment que dans des cas très désespérés où c'est souffrance psychique et souffrance physique. Et la dernière chose, c'est je pense qu'il faut faire une différence entre les gens qui sont accompagnés en famille, avec du monde autour, et savoir quand même qu'il y a plus de 10% de la population qui meurt seule. J'ai fait des enterrements où on a trouvé la personne 8 jours après. Aussi bien la ville qu'à la campagne. Et ce sera de plus en plus courant. Les gens partent seuls. Alors vous imaginez une fin de vie chez vous où il y a l'aide-soignante qui passe une fois par jour et elle n'a pas le temps. Elle va partir seule. Alors là, la souffrance, elle risque d'être décuplée parce que ça va être une souffrance physique doublée d'une souffrance psychique. Donc je sais que c'est difficile de faire une loi pour ça, parce qu'il y a des cas divers et variés. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a ceux qui sont spirituels, et puis ceux qui ne le seront pas, ou qui n'en ont même pas la culture. Alors voilà, c'est un cas cornélien, mais peut-être ce sont des questions qu'il faut poser, tous ces cadres-là, avant d'aller trop vite et de voter quelque chose. Peut-être, justement, comme le dit la Fédération protestante là-dedans, laisser un peu de temps au temps et reprendre le temps de débattre tranquillement et de poser correctement tous ces cas de vie. Benjamin Mathieu, donc je suis administrateur à l'ADEME, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Je suis également co-responsable des jeunes. Donc effectivement, c'est une association qui milite pour la fin de vie depuis plus de 40 ans aujourd'hui.
On a près de 75 000 adhérents. Ce qui est important de dire, c'est qu'on est une association déjà apolitique et laïque sur ces sujets-là. On a des gens de tous bords politiques et de toute religion qui sont adhérents de l'association, c'est très important pour nous. Et on est une association qui traite le sujet de la fin de vie. On n'est pas forcément des militants de l'euthanasie, on tient souvent à le répéter. On est des militants du libre choix. En fait, ce qu'on souhaite, c'est avoir une loi qui permette à tout un chacun d'être respecté dans son choix, que ce soit un choix personnel, un choix philosophique, un choix religieux ou autre. C'est le respect de chaque personne pour sa fin de vie et aussi considérer que la loi doit permettre également de changer d'avis au cours de la vie, parce qu'on peut avoir une conception de sa fin de vie, de sa dignité à un certain âge qui va évoluer. Ce qui est intéressant dans la loi de 2016, c'est notamment tout ce qui est directive anticipée, parce qu'aujourd'hui c'est la seule chose qui permet aux gens d'exprimer ce qu'ils souhaitent. L'avantage de cette loi, c'est qu'elle permet de les revoir autant de fois qu'on le souhaite. Si on ne les modifie pas, elles sont valables à vie. Mais le défaut de cette loi-là, c'est que les directives anticipées ne sont pas totalement opposables. Et tant qu'elles ne sont pas totalement opposables, on a beau avoir un document, on n'a aucune certitude qui sera suivie. Je sais que c'est souvent cette question-là sur est-ce que la personne est en capacité d'exprimer ce qu'elle souhaite. C'est la question centrale. Voilà. Parce que quand vous dites libre choix, la question c'est comment est-ce que la personne a la liberté de choisir. D'abord par rapport à son état, et puis après sur les pressions qui pourraient aussi s'exercer, ou des pressions insidieuses qui pourraient venir de l'extérieur, et le fait aussi que si elle a ce choix-là, alors elle serait mal accompagnée. Si on traite sur ces histoires de choix, ces pressions, on peut avoir la même chose quand on rédige un testament, et sur la capacité, on peut d'ailleurs sur la loi belge, il me semble qu'on peut exiger qu'il y ait une vérification des capacités cognitives de la personne à exprimer son choix. Tant que la personne est encore à toutes ses capacités, c'est ça qui est important pour nous. Même aujourd'hui dans la loi actuelle, on estime qu'elle est mal appliquée, parce que très peu de gens connaissent ces directives anticipées, très peu de gens inscrivent, et justement pour les gens qui ont aussi dans les directives anticipées, on peut mettre, et c'est très important, justement le fait qu'on ne souhaite pas, pour des raisons éthiques, philosophiques, religieuses, on ne souhaite pas, on souhaite être maintenu le plus longtemps en vie, qu'on souhaite bénéficier de toutes les technologies de la médecine pour nous permettre, et c'est important parce que pour nous, c'est central, c'est le choix de la personne. Ces personnes-là, si elles demandent une aide active à mourir, il faut savoir que c'est pas, parce que pareil, il y a toute l'équipe médicale, je sais que beaucoup de médecins dans la table ronde vous diront peut-être aussi, c'est pas, eux ils sont là pour soigner, mais sauf qu'en fait, on leur demande pas de tuer une personne, c'est la maladie de toute façon qui va mettre fin à la vie de cette personne. Donc c'est pour ça qu'on donnerait une loi qui permette à chacun, ceux qui ne supportent pas, et qu'ils puissent, parce qu'ils savent que dans quelques semaines et quelques mois, de toute façon, ça sera terminé. Effectivement, la personne est sédatée, elle est dans un coma, mais personne ne se saura dire si elle souffre ou elle ne souffre pas. C'est très long pour les familles, et on estime qu'effectivement, le médecin qui sédate et donc enlève, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un acte médical d'enlever la sonde gastrique, c'est très bien l'issue, parce qu'il y a aussi cette intention de donner la mort pour les médecins. Quand il sédate et qu'il enlève la sonde gastrique, c'est très bien que la personne va mourir d'une insuffisance rénale à moyen ou court terme. Et puis le corps, de toute façon, des personnes qui ont accompagné des gens sédatés vous diront qu'on voit bien les réactions du corps, surtout liées à la déshydratation. C'est surtout ça qui est très très problématique pour le corps, c'est la déshydratation qui fait faire des spasmes, qui fait faire des choses au corps qui ne sont pas très très agréables, ni pour les personnes qui sont là à proximité du patient, ni peut-être pour le patient lui-même, ça on ne le sait pas, c'est ça des grosses questions qu'on ne saura jamais. On n'a jamais personne qui est revenu d'une sédation profonde et continue qui vous dira si elle a souffert ou pas. Ça a un autre sens. Si quelqu'un souhaite, en fait justement, on aimerait une loi où si quelqu'un souhaite être sédaté et partir comme ça, voilà. Si quelqu'un souhaite une aide active à mourir plus rapide, qu'elle puisse le faire. Et si elle n'en souhaite pas, qu'elle puisse aussi nous. C'est vraiment la liberté de chacun. On est là sur une loi juste aux citoyens d'avoir une option supplémentaire. Qui est demandé par beaucoup de Français. On a quand même tous les sondages font état du fait que beaucoup de gens aimeraient qu'il y ait une évolution de la loi. C'est pas 96% des Français qui vont demander une euthanasie en fin de vie. C'est juste des gens qui aimeraient avoir le choix et qui veulent pouvoir exprimer leur choix, qu'importe
le choix qu'ils ont. Voilà, je pense qu'il y a une vraie demande des Français. Il y a 0,8% des morts en France qui le sont par euthanasie, alors même que c'est interdit. Ces personnes-là, c'est peut-être un personnel médical qui a accepté une demande d'un patient et qui a fermé un peu les yeux sur la loi. Et c'est peut-être aussi des personnels médicaux qui ont arrêté les soins alors même que la personne n'aurait pas le souhaité. Ça, c'est ça qui nous gêne beaucoup dans ces 0,8%. Quelle est la proportion des gens qui l'avaient demandé et de celles qui ne l'avaient pas demandé?